de sa foulée légère, cette jeune championne de triathlon courait vers la plus haute marche des podiums. Un début de carrière prometteur, brisé net par son entraîneur. Un week-end, on devait aller à une course, sauf qu'au lieu de s'arrêter sur le lieu de la course, il a continué la route. Et sur le bord, il y avait une grosse montée qui mène à une campagne et il s'était arrêté juste là. Et après, il m'a fait monter dans l'arrière de son camion. Et il s'est passé quoi? Je dois le dire mot pour mot. C'est difficile de lire? Une semaine après son 15e anniversaire, Pauline aurait été violée par son entraîneur. Elle est toujours mineure aujourd'hui et nous avons modifié son identité. Bientôt 2 ans après les faits, Pauline accepte de partager son souvenir, douloureux mais précis. En fait, je suis montée à l'arrière normalement, parce que je sais pas, je pense que je devais me sentir encore coincée sans issue. Mais une fois dedans, par contre, là, je sais pas, je pense que j'ai jamais dit autant de fois le mot non dans aussi peu de temps, avec des gestes et tout ça. Je pense que c'était assez expressif tout ce que je faisais. Après, on est rentré chez moi, il m'a déposé chez mes parents, comme si on était allé s'entraîner avant, quoi. La jeune fille n'ose pas révéler à son entourage ce qu'elle a vécu. Le traumatisme la détruit peu à peu. Ses résultats scolaires et sportifs s'effondrent. Sa mère assiste impuissante au naufrage de Pauline avant un jour de trouver les mots. Elle raconte, elle aussi de manière anonyme. Ça a été une succession de... Les montagnes russes, au niveau de son humeur, au niveau de tout ça, et nous, parents, on ne comprenait pas ce qui se passait. Crise d'adolescence, on ne savait pas. C'était compliqué. Et elle n'avait plus envie d'aller faire des compétitions. Elle fuyait quelque chose. Et donc je suis allé voir ma fille, je me suis assise sur son lit. Elle était avec son ordinateur, elle préparait ses devoirs. Et je lui ai dit, écoute, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec ton entraîneur? Et j'ai pas attendu 2 secondes qu'elle m'a dit, il m'a violée. Et là, c'est silence, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. J'ai accusé le coup et j'ai passé une très mauvaise nuit. Ouais. Et on a discuté avec mon épouse le soir, voilà, pour faire un petit peu le point de tout ça. Et dès le lendemain matin, par contre, donc, j'ai appelé le commissariat et j'ai déposé plainte. Pour le père de Pauline, il ne fait aucun doute que l'entraîneur va être envoyé en prison. Il contacte immédiatement le président du club pour le prévenir du viol présumé de sa fille. Sa réponse est à peine croyable. Quand je l'appelle, il me dit je ne suis pas surpris de votre appel téléphonique. Je m'en doutais un petit peu qu'on aurait eu ce problème-là. Il me dit j'ai eu des échos donc, de cet entraîneur. Et il me dit c'est vraiment un pourri, mot pour mot. Voilà. Le père pense que le club va réagir, mais il se trompe. Bonjour, pouvez-vous me dire quand avez-vous déposé plainte? Merci. Voilà. Signé donc le président. Et donc moi je réponds donc dans la foulée. Donc bonjour monsieur, voilà, nous avons déposé plainte donc ce jour à 16h à la brigade des mineurs de notre département. Je pense qu'il prend l'affaire au sérieux, mais très rapidement on se rend compte qu'il n'y a plus de son et plus d'image rapidement. Ouais. Donc quand vous voyez ces textos, vous attendiez quoi de la part du club? De l'aide de leur part, un soutien déjà psychologique et de l'aide éventuellement juridique de leur part. Et finalement? Rien. Rien. La famille s'estime aujourd'hui lâchée par le club de triathlon. 1 an après le début de la procédure, l'affaire se résume à quelques feuilles dans ce classeur. Nous avons enquêté pendant 8 mois pour mettre au jour un système de contrôle défaillant dans les clubs de sport. Des agresseurs sexuels, certains récidivistes, passent entre les mailles du filet
et sont parfois protégés par les instances dirigeantes. Nous avons travaillé sur 77 affaires. Athlétisme, gymnastique, judo, 28 sports sont concernés. Partout en France, nous avons identifié 276 victimes. Des jeunes qui s'entraînent le mercredi après-midi pour le plaisir ou en rêvant secrètement de monter un jour sur le podium. Nous avons choisi des histoires emblématiques qui révèlent les dysfonctionnements les plus graves à tous les niveaux des institutions sportives. Des cas où des entraîneurs déjà condamnés pour violences sexuelles sur mineurs retrouvent un poste au sein des clubs et font de nouvelles victimes. Pourtant, il existe dans le Code du sport une loi qui interdit à toute personne condamnée pour agression sexuelle d'exercer au sein d'une association, en tant qu'entraîneur ou encadrant. Nous allons découvrir que cette loi est la plupart du temps ignorée, voire transgressée. Pourquoi certains clubs ne contrôlent-ils pas toujours le casier judiciaire de leurs éducateurs sportifs ? Pourquoi préfèrent-ils parfois soutenir un entraîneur qui rapporte des médailles plutôt que ses victimes ? Des clubs de quartier, en passant par les fédérations nationales, jusqu'au ministère des Sports, nous avons cherché à comprendre qui était responsable. En Bretagne, Charlotte dit elle aussi avoir été victime de l'entraîneur de Pauline dans le même club de triathlon. Elle l'avait même dénoncé dans une lettre remise aux dirigeants. Est-ce que vous vous rappelez de cette lettre Oui. qu'on s'est procurée ? Il s'enfonce dans la campagne et s'arrête au début d'un champ. Il me propose des bières. Je ne me rends pas compte que la situation est bizarre. Je dois insister pour qu'il me ramène chez moi. Elle finit par trouver le courage de raconter l'agression qu'elle dit avoir vécue de vive voix devant le bureau du club et affirme s'être heurtée à un mur. J'ai dit ce que j'arrivais à dire à ce moment-là et j'ai pas senti une assistance qui était très réceptive. Il y a vraiment des gens que j'ai senti presque dérangés et saoulés par le fait que je raconte ça, qui restaient de marbre en fait. Ils ne montraient pas d'émotion Ou d'empathie d'empathie, tout à fait. Et voilà, j'étais assez mal à l'aise par rapport à ça. Un des dirigeants aurait même tenté de la dissuader de porter plainte. Il m'a dit mais tu n'as pas de preuves, tu es majeur. Et puis c'est un très bon entraîneur, alors ce serait dommage de le perdre. Comment on va faire si on n'a plus d'entraîneur ? Cette affaire est caractéristique de dizaines d'autres. Comme souvent, la parole de Charlotte semble peser bien peu face à celle de son entraîneur, un triathlète trentenaire parmi les meilleurs de France. Et le club n'aurait pris aucune mesure suite à son témoignage. Nous avons joint un de ses dirigeants par téléphone. Il botte en touche et rejette la responsabilité sur la fédération au niveau national et sur la Ligue de Bretagne au niveau régional. Selon lui, ces instances auraient pu suspendre la licence de l'entraîneur et lui interdire ainsi d'exercer. Moi, j'ai demandé à la Fédération française si ils pouvaient me donner des billes. Je n'ai rien reçu, et donc du coup, sa licence a été validée. C'est la Ligue européenne de triathlon qui valide la licence. À elle aussi de faire l'effort. Donc la Ligue aurait pu suspendre la licence, par exemple, ou ne pas la valider. Exactement. Pourquoi la Ligue n'a-t-elle pas pris la décision de suspendre, par précaution, la licence de l'entraîneur ? Nous avons posé la question à sa présidente, André Vidil. Elle nous a indiqué qu'elle passerait par la gare Montparnasse. Nous l'y avons rejointe, munie d'une caméra cachée. Vous êtes Madame Vidil ou pas ? Oui, c'est ça. Ah, bonjour. Bonjour. Je suis Par Vendry contre, Lanos. j'ai vraiment pas beaucoup de temps. À 57, j'ai mon train. On s'interroge pour savoir si la Ligue a été au courant à un moment et ce qui a été mis en place pour prévenir ces comportements. Eh ben, il n'y a rien eu. Mais ça, c'est pas normal. Il n'y a rien eu. Voilà. En gros, je vous dis. On est quand même pieds et poings liés tant que la justice n'a pas fait son travail. Bah, je dis pas que la justice, c'est pas comme ça que je devrais le dire d'ailleurs. C'est tant que l'affaire n'a pas été, tant que l'affaire est en instruction, nous on peut rien faire. Écoutez, est-ce que je peux vous proposer... Contrairement à ce qu'elle prétend,
Même s'il y a une enquête de police en cours, la présidente de la Ligue a tout à fait le pouvoir de suspendre la licence de l'agresseur présumé. Elle peut aussi alerter les services de la préfecture, en mesure de lancer à leur tour une procédure administrative. Nous avons contacté l'entraîneur de triathlon par téléphone, il nie les faits. L'entraîneur n'exerce plus dans le club de Charlotte, mais il continue d'en porter les couleurs lors de compétitions, comme le montrent ces photos postées récemment sur Internet. C'est un athlète de très bon niveau, c'est un bon coach. Et donc on va le garder pour l'image du club et parce que c'est bon pour le club. Mais ça devrait pas passer ça devrait pas passer avant des affaires d'agression sexuelle. Enfin, on parle pas de rien en fait. Notre enquête révèle que dans un cas sur 4, le club se range du côté de l'agresseur présumé, plutôt que du côté de ceux qui se disent victimes. J'avais 10 ans quand ça a démarré, 10-11 ans. J'avais un statut particulier à ses yeux. Ça, je l'ai remarqué tout de suite. Même des pédophiles déjà condamnés par la justice se retrouvent à nouveau dans les gymnases et sur les terrains de sport. C'est le cas de l'agresseur de Maxime, un ancien joueur de ping-pong, dont nous avons modifié le prénom à sa demande. Il me parlait de puberté, de sexualité, il voulait savoir, je sais pas, combien mesurait mon sexe, et puis il vérifiait, semaine après semaine, ah ben tiens, alors ça a grandi, t'as des premiers poils, enfin c'est des choses comme ça. Moi, dans le milieu familial, c'est quelque chose qui était assez tabou, c'est-à-dire que le sexe, on n'en parlait pas du tout. Et là, j'avais quelqu'un qui me parlait de ça. Donc c'est vrai que, d'une certaine manière, j'étais aussi demandeur, j'étais curieux, quoi, de comprendre un peu le fonctionnement de ça. Et lui, il apportait des réponses aussi. Puis viennent les actes lors d'un stage de ping-pong. Une soirée qui hante encore Maxime, 30 ans après. Moi, les premiers souvenirs vraiment de fellation, il avait pris une chambre d'hôtel. Pour lui, en fait, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'il associait ça à la performance sportive. Donc ça s'est déroulé sur des années, puisqu'à peu près toutes les semaines, il faisait un entraînement particulier. Et à chaque fois, il se passait ce que je viens de décrire. Ça s'est passé en vacances, parce que c'était devenu un ami de la famille. Donc je suis allé aux Deux Alpes avec lui, tout seul. Un jour, face à son bourreau, Maxime ose enfin dire non. Et les agressions sexuelles s'arrêtent. Puis il se tait, écrasé par la honte. Ce n'est qu'à 23 ans qu'il trouve la force d'écrire une lettre à son frère. Alors j'ai l'impression qu'en toute confiance, ce secret, c'est toute ma vie qui va basculer, mais de toute façon, il fallait bien que ça sorte un jour ou l'autre pour le faire payer de tout ça, tout ce qu'il a fait, et qu'il arrête de tromper tout le monde. Je dis tout, je compte bien porter plainte contre lui. J'espère que tu n'es pas trop sonné pour tout ça, etc., etc. Et appelle-moi quand tu recevras la lettre. Ensuite, j'aimerais bien que tu l'annonces toi à papa et maman, car moi, j'ai trop peur. Merci d'avance pour ton soutien. Je t'aime. En 2000, Maxime porte plainte. Son agresseur est condamné en 2006 à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Il pensait son ancien entraîneur loin des tables de ping-pong. Mais à sa sortie de prison, il refait surface à 900 km de Lyon, en Bretagne. Il est où là ? Il est là. Ça, c'est avec le champion de France. Ça, c'était en 2013 déjà aussi. Il est là, non ? À nouveau, dans un club de ping-pong. Il est joueur, licencié à Brest. Ça, c'est le championnat du Finistère en 2014. On joue au milieu d'adolescents. Dans son nouveau club, il a aussi pris des responsabilités dans l'organisation des tournois. Et ça, c'est tout récemment, c'était en septembre 2019. En fait, il organise tous les ans le tournoi du club de Brest. Il est également juge-arbitre. Je me dis, pauvre gamin. J'arrive pas à concevoir effectivement comment c'est possible que quelqu'un puisse être au contact encore de mineurs.
Donc le fait, pour une raison que j'ignore, hein, le fait qu'il ait été condamné, qu'il y a eu des plaintes, enfin une plainte déjà la mienne, mais beaucoup de témoignages à Lyon, le fait qu'il soit encore dans un club de ping, faire peut-être les mêmes choses, ça me paraît assez incroyable. On vient d'arriver à Brest parce que c'est ici qu'on a retrouvé la trace de l'agresseur de Maxime. On ne sait pas trop s'il est simple joueur, s'il est encadrant, s'il est animateur du club ou même responsable du club. Donc on est venu ici à Brest pour essayer d'en savoir plus et savoir si c'est légal qu'il soit aujourd'hui dans ce club. Car selon le code du sport, puisqu'il a été condamné pour agression sexuelle, il n'a plus le droit d'encadrer ou d'entraîner des athlètes. Ce n'est pas à son club qu'on a retrouvé l'ancien entraîneur de Maxime, mais au bout du fil. Allô, oui. Allô, bonjour monsieur. Je fais un reportage sur les violences sexuelles dans les clubs sportifs. Ce qu'il va nous raconter est déroutant. Et je vous appelle à ce sujet parce que j'ai été au courant d'une affaire en 2006 qui vous concerne. Écoutez, voilà, c'est une page que j'ai tournée, je ne souhaite plus l'aborder. Mais aujourd'hui, j'ai des éléments qui me montrent que vous êtes à nouveau dans un club de ping-pong à Brest. Oui, exactement. Et vous y êtes en quelle qualité? En tant que joueur, et les gens du club, les responsables sont au courant de tout ce qui s'est produit et de part et d'autre, on a pris des engagements. Vous n'êtes pas encadrant dans le club de Brest? Non, pas du tout. Pas du tout. Je dis, j'ai aucune responsabilité au niveau du club. Je m'occupe pas de jeunes, de dire voilà, je me tiens à l'écart de ça. Quand dans une salle, effectivement, il peut y avoir des jeunes, c'est bonjour, bonsoir. Voilà, je ne suis pas entraîneur, je suis joueur simplement ou arbitre sur des compétitions. Et en tant qu'arbitre, est-ce que vous pouvez être amené à être arbitre dans des compétitions où il y a des mineurs? Ça peut arriver que je suis arbitre, mais je ne suis pas tout seul. Il y a 20 arbitres, voire 24 arbitres, et j'en suis l'un de ces 24 arbitres à ce moment-là. Il n'a pas souhaité nous rencontrer pour une interview. Nous nous rendons alors à un championnat pour y retrouver l'ancien président du club où joue désormais cet homme condamné pour viol sur mineur. Le dirigeant était-il vraiment au courant du passé judiciaire de l'ancien entraîneur de Maxime? Pourquoi l'a-t-il accepté dans son club où jouent aussi de jeunes mineurs? Bonjour monsieur. Ah bah c'est moi. Il n'a pas souhaité parler devant notre caméra, mais accepte de répondre à quelques questions à la buvette. Il ne sait pas que nous l'enregistrons. L'homme nous confirme que non seulement il était bien au courant de la condamnation de l'ancien entraîneur, mais qu'ils avaient même convenu d'un arrangement tous les deux. Et vous, il vous avez prévenu quand même, vous avez dit ce qui s'était passé avec lui. On a discuté au niveau de notre bureau au sein du club et donc on a adopté une démarche qui a consisté à le voir et à mettre les choses au clair avec lui. Et alors il n'y a pas d'écrit parce que on est dans des clubs, c'est des petites structures, c'est pas des clubs très lourds. Et donc le deal, oui, parce que j'utilise ce mot parce que c'est ça, avec lui, ça a été aucun contact avec les jeunes. Tu n'entraîneras pas, tu feras rien, tu viens jouer en adulte, tu joues dans les équipes seniors, etc. C'est tout. Et ce deal-là, pour moi, il a été respecté. Il a été condamné une fois, on ne va pas le remettre sur le couvert, le recondamner une autre fois. Et ça a été un peu ça aussi notre motivation. Les adhérents de ce petit club de ping-pong devraient donc se satisfaire d'un accord oral entre les dirigeants et le pédophile condamné. Pourtant, il existe un arsenal juridique pour faire face à ce genre de situation. Mais le dirigeant actuel du club de ping-pong semble totalement l'ignorer. Ici, on a rendez-vous avec le président du club. Il est là-bas et on va lui poser des questions. On va savoir s'il a les moyens de contrôler les adhérents qui sont dans son club. Nous lui montrons l'article de loi qui interdit à des personnes condamnées pour agression sexuelle d'exercer au sein d'un club en tant qu'encadrant ou entraîneur. Est-ce que vous aviez entendu parler de cet article du Code du sport auparavant? Pas du tout.
on n'a rien là-dessus, quoi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'information passe pas, donc c'est qu'il y a forcément un problème quelque part. Et après, comment on peut agir en fonction des situations qu'on a si on n'a pas ce document-là? C'est pas possible. Nous, avant même de voir qu'il y avait une loi, on a quand même été très surpris de savoir que, après sa condamnation, il s'est retrouvé à nouveau à l'autre bout de la France, mais à nouveau dans un club de ping-pong. Oui. Vous comprenez cette surprise? Après, c'est aussi une passion pour lui de faire du ping. Enfin, là, il est vraiment que pour faire du ping, quoi. Vous... Après, il n'est pas dans... On va couper un peu là parce que... Vous savez pas comment le formuler? Non, puis je trouve que vous orientez beaucoup vers lui et moi je veux pas. Est-ce que vous avez la capacité de vérifier le casier judiciaire de quelqu'un du club? Pas du tout. Enfin, je pense pas, en tout cas, j'ai pas eu d'informations par rapport à ça. Non, là, je sais pas du tout si en préfecture, on a une autorisation ou quoi, en fait. En réalité, il pourrait demander un extrait de casier judiciaire à ses bénévoles, en le stipulant dans le règlement intérieur de son club. Ce dirigeant semble n'avoir reçu aucune information sur tous ces points, pourtant cruciaux. Depuis notre tournage, l'agresseur de Maxime a été suspendu par la Fédération de tennis de table. C'est l'une des découvertes de notre enquête. Il n'y aurait aucun contrôle efficace des encadrants bénévoles. Avec parfois des conséquences graves. Des agresseurs récidivistes. C'est le cas dans la moitié des affaires que nous avons recensées. Paimpol, dans le nord de la Bretagne. Jérémy Dupont y est le jeune président de la Compagnie des Archers d'Armor. Un club dont il est fier. C'est sur ce pas de tir qu'il a décoché ses premières flèches. On peut voir tout le palmarès du club quand même. Vous avez gagné une coupe, vous, ici? Ouais, il y en a une là-bas, mon nom est écrit dessus. Il y en a une seule. Parce qu'en fait, toutes les coupes là, c'est des coupes par équipe. Donc, et voilà, c'est celle-là que j'ai ramenée en 2012. Jérémy est sous le choc. Son ancien entraîneur, Roland, vient d'être condamné pour agression sexuelle sur 2 fillettes d'un club voisin. Il est tombé des nues. Il faisait un peu le grand-père, quoi. C'était entraîneur et grand-père, il nous emmenait tous les week-ends en concours. Et voilà, pour moi, en tout cas, ça se passait très bien à ce moment-là. Enfin, j'avais rien remarqué d'étrange, en fait. Même si l'agression a eu lieu au sein d'un autre club, les Archers d'Armor ont désormais honte de leur ex-entraîneur. Il y avait plusieurs photos de Roland affichées un peu partout. Enfin, on voit encore les traces des photos, donc je les ai enlevées en juin. Et quelqu'un a dû repasser derrière moi parce que moi, je les avais toutes mises là. Et là, elles sont plus là, donc elles ont dû être jetées, je pense. Roland, 73 ans, retraité. Président et fondateur bénévole de plusieurs clubs de la région. Pendant une dizaine d'années, il entraîne des enfants au tir à l'arc. Le 26 août dernier, il est condamné à 8 ans de prison ferme pour agression sexuelle sur mineurs. Solène est la maman de 2 petites victimes. Lors du procès, elle découvre un homme manipulateur. On pensait qu'il était tout seul, qu'il avait juste besoin de s'occuper des enfants pour, remplacer ses petits-enfants. Et vu que je ne savais pas s'il avait des petits-enfants, des enfants, je ne savais rien de sa vie, moi. Il n'en parlait jamais. Un septuagénaire secret, mais très méthodique, pour piéger ses victimes. Il nous dit, généralement, après, je vais au McDo manger avec mes élèves. Je fais, bon, très bien. Et puis, une compète se passe comme ça, 2 compètes se passent comme ça. Et puis, je revois les filles revenir avec des petites boucles d'oreilles pour des anniversaires. Des assiettes qu'il offrait avec le logo du club. Peu à peu, il gagne la confiance de la famille
jusqu'à la convaincre de laisser ses 2 filles, de 9 et 10 ans, passer une nuit chez lui. Amandine, la plus jeune, reste traumatisée par cette soirée. Il y avait du bazar sur sa table, donc il n'y avait que 2 chaises de disponibles. Donc il a dit à de s'asseoir et moi j'étais sur ses genoux. Il a dit prends un jeu au pif dans le placard en bas et j'ai pris un jeu de cette famille. On avait joué et au bout d'un moment, il a mis sa main dans mon pantalon. L'entraîneur surprend aussi la grande sœur nue alors qu'elle est en train de se mettre en pyjama. Quelques jours plus tard, il renouvelle ses attouchements alors qu'il est invité au repas de Noël de la famille. À la maman, Solène, il racontera pour sa défense que c'était un accident. Il m'a dit que sa main avait glissé dans le pantalon de ma fille. Pardon. En janvier 2019, Solène porte plainte contre Roland, l'entraîneur. C'est là que tout le monde découvre l'impensable. L'homme est un récidiviste. Il a déjà été condamné en 2000 à 4 ans de prison, dont 2 fermes, pour agression sexuelle sur mineurs. Pourtant, en 2011 et 2014, il réussit à obtenir 2 diplômes d'entraîneur. Et même, en 2016, un CQP, un certificat qui lui permet de faire des initiations rémunérées dans les écoles. Nous avons retrouvé la fille de l'entraîneur condamné. Claude s'exprime pour la première fois. Elle-même ne comprend pas comment son père a pu être autorisé à encadrer des enfants. Il était venu là en me disant, voilà, j'ai passé mon diplôme, je suis entraîneur de tir à l'arc. Et je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, il me dit, mon casier est vierge. Ben, je dis, c'est pas possible. Il me dit, si, il me dit, sinon, j'aurais pas eu mon diplôme. Là, je me dis, c'est... Enfin, j'ai trouvé ça aberrant, quoi. Aberrant. Qu'avec un passif comme il avait, il puisse obtenir ça. Vous lui avez dit? J'ai dit oui, je lui avais dit. Je lui avais dit, c'est... Eh ben, il me dit oui, mais il me dit non, c'est bon. Vous-même, en tant que famille, auriez pu avoir ce rôle, justement, de oui, voir et de ouais, signaler. Mais il aurait fallu qu'on soit proche de lui. Et c'est quelque chose qu'on n'était pas. Il y a quelques mois, Claude a appris que sa fille comptait elle aussi parmi les victimes de son père. Nous découvrons que dans les 4 clubs où il a exercé, le passé judiciaire de l'entraîneur n'a jamais été contrôlé. Au club des Archers d'Armor, les encadrants sont tous bénévoles. Dans ce cas, il n'est pas obligatoire de vérifier leur casier judiciaire. C'est le témoignage d'une jeune fille qui va susciter les premiers doutes. Elle raconte aux dirigeants le comportement ambigu de Roland. Ils réagissent tout de suite, le poussent à la démission et alertent. Le club, du coup, pour prévenir, a envoyé un mail à la Ligue de Bretagne, du coup, dans lequel elle expliquait que Roland avait en effet un comportement inadapté avec les enfants. Donc à la suite du mail, on lui a demandé « Nous souhaitons vous rencontrer pour en parler de vive voix, quand seriez-vous disponible ?» Le bureau cherche de l'aide. Après 15 jours d'attente, il reçoit une réponse déroutante. De façon objective, je ne vois pas ce que je peux apporter de plus au club dans vos échanges sur les points évoqués. Il semble que ce soit plus un problème interne ou personnel qu'un problème de ligue. Et donc on a considéré du coup cet incident clos à partir de ce moment-là. Voilà. Et Quand la Ligue vous a dit que c'est un problème interne, vous avez dit nous il est parti, donc... Voilà, c'est ça. Nous, on a voulu se décharger en prévenant la Ligue. La Ligue ne réagit pas. Du coup, nous, on considère qu'on a fait notre travail. De toute façon, on ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'on avait fait déjà, sans preuve concrète, en fait. Devant l'inaction de sa Ligue, le club de Paimpol, démuni, en reste là. Sans être inquiété, Roland reprend donc son arc et ses flèches et part 5 km plus loin, à Lannemaudet, où il installe son nouveau club de tir à l'arc. 1 an plus tard, il reprend la route sur 2 km et s'installe à Pleubian. Son association est même domiciliée à la mairie. C'est dans ce club qu'il fera 2 nouvelles victimes, les filles de Solène.
2 clubs en 2 ans, à chaque fois des démarches officielles. La Ligue n'a jamais rien fait, jamais contrôlé une seule fois son passé judiciaire, alors qu'elle avait été alertée du comportement inadapté avec les enfants de l'entraîneur. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Je cherche à joindre monsieur Pierrick Leparc. C'est moi. Pierrick Leparc est aujourd'hui cadre technique régional du tir à l'arc. C'est lui qui a écrit le mail de réponse au club de Paimpol. Moi, je ne me rappelle pas avoir écrit ça, mais si vous me le dites, si vous avez l'écrit. Oui, en fait, c'était la réponse qu'il y avait, où vous aviez écrit que c'était un problème interne et personnel, plus qu'un problème de ligue. Oui, je l'ai vu et j'essaie de comprendre, parce que les clubs, est-ce qu'ils peuvent demander l'aide des ligues dans ces cas-là? Non, mais j'entends. C'est toujours pareil. On est sur une histoire sordide. On est tous d'accord là-dessus. Vérifier ou pas vérifier, on n'a pas le pouvoir de le faire, puisqu'on est sur la présomption d'innocence et on est sur l'accusation des uns et des autres. Je lui dis, on peut en effet conseiller le club de Paimpol de porter plainte, si vraiment plainte il y a, et de faire lancer la procédure par le service instructeur qui est la police. D'accord, donc vous avez conseillé au club de porter plainte? Pour être très honnête, je ne m'en rappelle absolument pas. Vous pouvez pas juste demander de vérifier le casier comme ça en disant on a un soupçon dans tel club, le club m'a averti. Je ne me suis pas posé la question. Le cadre sportif ne s'estime pas responsable et, contre toute attente, se défausse sur les victimes. On répond que c'est une histoire interne, certes, mais c'est surtout une histoire personnelle. C'est-à-dire que c'est aux victimes et aux parents des victimes qui protègent leurs enfants, ce qui est la moindre des choses, de faire nécessaire auprès des services instructeurs. À la fédération de tir à l'arc, nous arrivons chargés. Des diplômes, un signalement. Comment les instances sportives ont-elles pu laisser entrer un pédophile condamné dans les clubs bretons? Nous avons posé la question à l'un des grands patrons de la fédération. Benoît Binon est directeur technique national, nommé par le ministère des Sports. Est-ce que pour obtenir un diplôme d'entraîneur, il doit montrer un extrait de casier judiciaire? Pas pour les diplômes fédéraux. Comme à chaque fois dans cette enquête, il reconnaît que le casier judiciaire des entraîneurs bénévoles n'est jamais contrôlé. Des photos, donc ça c'est la photo de diplôme d'entraîneur 1. Ça c'était en 2011. En 2014, il est à nouveau, il a un deuxième diplôme. Ouais, c'est le niveau supérieur, ouais, tout à fait. Toujours pas de contrôle de casier? Toujours pas de contrôle de casier. Est-ce que c'est un problème selon vous ou pas? Aujourd'hui, on peut que constater qu'en tout cas, il y a des failles. Voilà. Nous lui présentons ensuite le mail envoyé au club de Paimpol, qui alertait sur le comportement de l'entraîneur pédophile. Il est mal à l'aise, c'est l'un de ses subordonnés qui a rédigé cette réponse. Oui, je peux pas... voilà, ça montre que effectivement, la communication en amont est plus qu'importante. Parce qu'effectivement, on ne peut pas balayer comme ça ce type de problème, ça c'est sûr. On ne peut pas se contenter de répondre qu'il n'y a pas de problème. Comment on peut expliquer ce genre de réponse? Comment on peut l'expliquer? Pour moi, ce type de réponse, ça ne peut que mettre, bien sûr, les gens face à un désarroi, mais c'est surtout que c'est quand même un sujet d'une complexité importante et d'une sensibilité importante. Et c'est vrai que ne pas aller plus loin que ça dans l'investigation, ça me paraît quand même pas... Je peux pas dire, je sais pas en fait. Je verrais aujourd'hui une réponse comme ça, à ma fonction, ça m'apparaîtrait insupportable. Il y a urgence à repenser entièrement les contrôles dans les clubs. C'est aussi l'avis de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui sillonne la France pour parler de la question des violences sexuelles. Un jour, devant de futurs athlètes de haut niveau... Les violences sexuelles, c'est important qu'on puisse l'aborder aussi dans le cadre sportif. Le lendemain, devant le Conseil de l'Europe, ou encore au cœur des fédérations sportives. Les structures sportives doivent être un lieu de parole et de détection pour les enfants victimes de violences. Dès qu'elle le peut, la ministre martèle son credo.
À l'heure où se libère la parole des victimes de violences sexuelles, le monde du sport ne peut pas être à la traîne. C'est dans le sport qu'il est le plus facile d'être au contact des enfants. Donc il faut absolument qu'on soit en première ligne, qu'on mette les moyens nécessaires pour pouvoir aller jusqu'à un contrôle systématique pour les bénévoles qui sont au contact des enfants, qu'au moment de la délivrance des cartes pro, mais aussi des diplômes fédéraux, qui ne sont pas des diplômes d'État, il faut aussi que toutes les fédérations mettent systématiquement ce contrôle en place. Au cours de notre enquête, nous avons découvert une affaire qui concerne un club de natation que la ministre connaît bien, le CSM Clamart, en région parisienne. Un club où s'entraîne sa propre fille et où l'ancienne nageuse, championne du monde de dos, est elle-même licenciée depuis peu. Il y a un mois, elle participait à sa première compétition sous les couleurs de Clamart. Une atmosphère familiale de celles qui font l'âme d'un club. Pourtant, le CSM Clamart se remet à peine d'une histoire qui l'a profondément marqué. C'est 3 années de franchissement de limite permanent. Chloé faisait partie des espoirs de la natation tricolore. De 13 à 15 ans, elle dit avoir souffert d'un entraîneur abusif qui la met sous emprise. Elle aurait aussi été victime d'attouchement. La première fois qu'il m'a demandé d'enlever ma culotte pour mettre une serviette, je me souviens être sortie de la chambre et l'avoir dit à une fille qui nageait avec moi, et elle m'a ri au nez. J'ai essayé d'en parler, mais souvent je me prenais des murs, quoi. Et les gens ne voyaient pas. Et en fait, plus je me prenais des murs, plus j'ai arrêté. Enfin, je me suis dit, ça sert à rien, là, il n'y a personne qui comprend, il n'y a personne qui voit. Chloé apprendra plus tard que des nageurs ont prévenu les dirigeants du comportement de l'entraîneur en 2012 et 2014, sans effet. Je n'ai rien eu de la part des dirigeants, aucune question, aucun acte, strictement rien n'a changé. C'est comme s'ils étaient au courant et ils ont tout étouffé d'un coup, quoi. Elle finira par quitter le club. 3 ans plus tard, en 2017, un père de famille porte plainte contre l'entraîneur. Ses enfants auraient été victimes de harcèlement moral. À son tour, Chloé porte plainte. L'entraîneur est mis en examen pour agression sexuelle. Il négocie une rupture conventionnelle avec le club de natation. Sollicité, il ne nous a pas répondu. Dans un courrier au ministère des Sports, l'avocat des parties civiles dénonce l'inaction des dirigeants du CSM Clamart et réclame l'ouverture d'une enquête administrative en plus de l'enquête judiciaire en cours. La ministre a bien reçu cette lettre, mais elle n'a jamais déclenché d'enquête. Je connaissais cette personne qui est aujourd'hui mise en examen. Voilà, je le connais pour avoir travaillé à ses côtés dans la même piscine. Et aujourd'hui, il est mis en examen et on n'a pas le verdict de cette enquête. Je n'ai pas, moi, à me prononcer dessus dans le détail. Dans toutes les lettres d'information que le ministère diffuse dans les clubs, dans les ligues, dans les fédérations, on fait référence à l'enquête administrative comme étant un des leviers pour aider à la manifestation de la vérité dans ces cas-là. Et ce club que vous connaissez bien, on constate qu'il y a quelqu'un qui vous a sollicité pour justement mettre en place une enquête administrative et que ça n'a pas été fait. Moi, je vous dis que de mon expérience personnelle, je juge personnellement que l'organe dirigeant du club et les personnes en place ne sont pas là pour couvrir des faits de ce type-là. Au contraire, ils sont plutôt là maintenant pour les dénoncer, vu le choc qu'ils ont connu avec cette mise en lumière d'un éventuel cas sur la personne à qui ils faisaient confiance au quotidien. Maintenant, si jamais il y a d'autres alertes ou d'autres faits qui seront portés à ma connaissance, bien sûr que j'agirai en conséquence. Selon la ministre, la parole des dirigeants serait digne de foi. De son côté, le club dit avoir agi dans le respect de la présomption d'innocence. Notre enquête a révélé un système défaillant, souvent incapable de détecter et de neutraliser les pédophiles. Pour Pauline, Maxime, Amandine et Chloé,
qui racontent avoir vécu le choc brutal d'une agression sexuelle. Il faut désormais agir vite et éviter que d'autres jeunes sportifs ne soient un jour victimes à leur tour.